le ministère ne craint-il pas, sur certaines dispositions, une éventuelle censure du Conseil constitutionnel au regard éventuellement de ce que la Commission européenne pourrait avoir mis dans les textes européens. Et au surplus, viendra la question un jour des décrets d'application qui pourrait peut-être, pourquoi pas, faire l'objet de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, qui pourrait y rajouter une petite strate du point de vue de la contestation de la légalité. Comment on se prépare à ce risque ? Parce que, je veux dire, c'est pas comme si on avait un Parlement qui écrivait des lois parfaites et jamais censurées en ce moment. Et surtout là, sur un sujet qui est quand même un sujet un tout petit peu technique. Mais j'admets que mon interlocuteur a le droit au droit de réserve. Alors, surtout, j'ai envie de dire, ne donnez pas de mauvaises idées à, à trop de gens. Pour autant, on s'attend bien sûr à un passage du Conseil constitutionnel sur au moins une partie du texte à un moment donné. Après, bon, ça sera sur la constitutionnalité, parce que, sauf erreur, le Conseil constitutionnel ne regarde pas la conventionnalité des textes. Du coup, ça, c'est entre la Commission et le gouvernement. Ou le Conseil d'État, exactement, potentiellement. Donc ça, effectivement, le fait d'aller au-delà ou non du DSA, c'est la question compliquée du moment. Et honnêtement, c'est très compliqué. Je sais pas bien ce que je peux vous en dire qui vous éclairera beaucoup là-dessus. Et incidemment, droit de réserve, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, après, de toute façon, c'est le jeu aussi. S'il y a des dispositions qui n'ont pas leur place dans la loi, bah, c'est bien normal qu'il y ait des recours et que ça puisse être clarifié, quoi. Ouais, censuré. Oui. Allez-y. Oui. Oui. Oui, en fait, je pense que ce qui pose vraiment question, c'est la stratégie du DSA, parce qu'elle n'est pas déployée du tout. Et que pour l'instant, elle est déployée en matière de lutte contre la désinformation avec le Code de bonne conduite de 2021, qui en fait va avoir un effet contraignant avec le DSA. Et donc, en fait, ce sont ces codes de bonne conduite qui vont voir le jour progressivement, qui sont censés donner toute la portée au texte. Ce qui signifie que, et c'est ce que je pense que la Commission veut signifier aux États membres, c'est qu'en réalité, toute législation va aller à l'encontre de tous ces codes qui sont censés rendre le DSA applicable et en tous les cas très contraignant pour les très grandes plateformes. Et nécessairement, c'est là tout l'enjeu du texte. Et d'ailleurs, le Freedom Act, il est dans la stratégie du DSA, comme le règlement sur la publicité trompeuse, comme en réalité tout un tas de textes en préparation qui sont là pour, et c'est pour ça que le DSA est considéré comme un texte hyper transversal, c'est qu'il ne rentrera pleinement en application que lorsque tous ces textes seront rentrés en application. Et donc, tout État membre qui, dans le cadre de sa loi nationale, va contrevenir à toute cette démarche qui est extrêmement globale et transversale, eh bien, empêchera le DSA de prendre tous ces effets. Et c'est, je crois, que ce que veut signifier la Commission depuis quelque temps sur l'ensemble des textes portés par le droit français notamment, mais pas seulement en fait. Il n'y a pas que nous qui sommes mauvais élèves, mais qui font que la Commission donne finalement s'oppose en disant non, vous allez à l'encontre de la stratégie du DSA, ce qui n'est pas faux globalement. Bah, c'est effectivement, c'est dans le texte. Le DSA, c'est le fameux le point qui va être le plus difficile à avaler, en particulier pour la France, c'est le niveau d'harmonisation totale. On ne peut pas aller ni en deçà, ni au-delà de ce que prévoit le DSA dans le domaine du DSA, qui est très extensif. Ça, j'aurais pu faire toute une présentation là-dessus, parce que je vous assure que c'est un sujet qui occupe beaucoup de monde. Mais effectivement, la capacité normative des États est très, très sérieusement limitée. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Pour moi, il y a un autre point aussi, c'est que c'est la première fois que la Commission européenne se retrouve dans un rôle de régulateur, excepté la concurrence, hein, bien sûr. Mais la concurrence, c'est une division très spécifique de la Commission européenne qui a dû, là, pour le DSA, se créer d'énormes équipes pour être capable de le mettre en œuvre pour les très grandes plateformes. D'ailleurs, toute petite anecdote, c'est que la compétence de la Commission européenne pour les très grandes plateformes, c'est une idée de la France. C'est parce que on a bien vu que si on avait un principe de pays d'origine global du DSA
et ben, vu que toutes les plateformes sont établies dans un même État que je ne citerai pas, ça va être assez compliqué pour le régulateur de cet État-là de suivre, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça, on s'est dit, on va confier ça à la Commission européenne, qui était un peu réticente au début, qui a fait semblant d'être réticente au début, on ne sait pas trop, mais bon. Mais en tous les cas, la Commission européenne se retrouve, en plus avec le DMA, où là c'était prévu, avec une énorme compétence de régulateur, avec laquelle elle n'a pas du tout d'expérience, et donc ça ne l'arrange évidemment pas qu'elle est à peine en train de commencer à tester ses possibilités et voir comment elle va s'en sortir, que tout de suite, il y a des lois européennes divergentes qui commencent à arriver. C'est délicat. Il faut aussi qu'il y ait des questions qui ne soient pas de ceux qui sont au premier rang. parce que vous, c'est des réponses, en fait, surtout qu'on veut. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions au fond? Oui. C'est pas que je veux vous priver de parole, mais je veux aussi que les questions viennent du fond de la salle. Oui, vous m'avez bien fait rire effectivement sur la lisibilité des textes parce que en tant qu'avocat, on sait très bien. Présente-toi, s'il te plaît. Je suis maître Stéphanie Suan-Galina. Je fais l'API, Nouvelle Tech. Puisque nous aussi, vous parliez des sociétés, mais nous aussi, en tant qu'avocat, quand on a des dossiers, qu'on doit lire les textes, voilà, c'est parfois très drôle, si je puis dire. Parce que moi, il y a X années, il a fallu que j'aille dans les discussions parlementaires pour pouvoir plaider que le contenu illicite, c'est du contenu manifestement illicite. Ça, j'ai fait exprès de pas en parler. Voilà, bref. Mais non, j'avais une question, parce que le texte, donc là, forcément, je l'ai pas lu. C'est que il y a jusqu'en 2021, on pouvait, quand il y avait notamment les fameux commentaires Google, ou autres, ce qu'on appelle le dénigrement. Je parle pas de l'aspect pénal. On allait devant le TJ compétent, une requête au président pour obliger les hébergeurs à nous donner l'identité de la personne auteur des propos quand ils avaient la bonne identité, puisqu'ils n'ont aucune obligation de vérification. Ça, c'est une autre question. Sauf que depuis 2021, si je dis pas de bêtises, suite à un arrêt de la CJUE, maintenant on ne peut le faire que si les faits sont répréhensibles pénalement. Parce que sinon, le fait de conserver des données d'identification, ça porte atteinte à la vie privée, ceci, cela, enfin bref. Du coup, nous, on s'est retrouvés, plusieurs de confrères, en parlant entre nous, avec des clients où c'était du dénigrement, qui n'est pas pénalement répréhensible. Et du coup, on ne pouvait plus aller devant le TJ, requête, demander, voilà, il fallait qu'on attaque Google ou autre, pour ne pas les citer. Je voudrais savoir si, parce que dans la définition du DSA sur ce contenu illicite, les informations illégales rapportent à des faits qui sont illégaux. Enfin, qu'est-ce qu'on entend par illégal? Pardon. Enfin, est-ce que, voilà, par exemple, ce type-là de dénigrement, qui sont quand même des choses assez courantes en matière de droit des affaires, etc., est-ce qu'on va retrouver cette possibilité qu'on avait jusqu'en 2021, ou je ne sais pas ce que vous aviez prévu dans les modifications de la LAIN ou pas, ou on est toujours sous le coup de la CJUE avec son arrêt, et du coup, non, il faudra qu'on attaque Google pour ne pas le citer. Alors, ça, je vous avoue que c'est pas mon expertise spécifique. Là, on est vraiment dans des sujets. Non, mais pas du tout. C'est un sujet qui est très intéressant. Je vais vous dire ce que j'en sais. Ça, c'est vraiment une question qui est traitée au ministère de la Justice pour des raisons assez évidentes, parce que c'est l'officine du juge. Mais est-ce que vous faites référence aux articles 9 et 10 du DSA, en particulier sur les injonctions, et notamment l'article 10, c'est les injonctions les injonctions nationales pour demander des informations sur l'identité d'un utilisateur? Oui. D'accord. Bah alors ça, sauf erreur, dans le DSA, ça n'est pas réservé au pénal. C'est tout ce qui est illicite, j'imagine. Après, sur les conséquences en droit national de la fameuse décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur les obligations de conservation des données d'identification, je vous avoue que je ne connais pas la stratégie nationale là-dessus. Je pense que tout est mis en œuvre pour qu'on puisse, sous certaines mesures et avec l'encadrement approprié, accéder à ces informations-là. Mais je vous avoue que moi-même, je ne sais pas. Je pourrais vous rediriger vers des collègues très compétents en la matière, si vous voulez. Mais je peux poser la question à Karine Favreau. Est-ce que pour ces sujets-là, la logique des textes européens nouveaux, c'est pas ces fameux intermédiaires qui sont créés et qui vont avoir un rôle de relais, les signaleurs de confiance, ouais. Pas manifestement d'ailleurs, qui serait simplement illicite. Oui. Parce que le terme manifestement disparaît
il est très, très compliqué. Il est très français d'ailleurs, manifestement illicite. Ah oui, ouais. Euh, Ouais, tout à fait. Alors que là, on est sur du contenu illicite pour ce qu'il est, quoi, tout simplement. Et donc, Alors- parce que on peut juste terminer là-dessus, on peut espérer que ça fonctionne vers le haut, mais que ça fonctionne aussi vers le bas, c'est-à-dire qu'on puisse s'adresser à ces signaleurs de confiance. En réalité, même si on sait que quand l'utilisateur demande le retrait de contenu parce que ces contenus sont illicites, on sait très bien que les délais sont très longs. Et que ça ne sert pas à grand-chose parce que la viralité des contenus fait que on arrive parfois bien trop tard. Et ça, on l'a vu avec l'attentat de Christchurch ou autre pour le retrait de contenu. Mais il n'en demeure pas moins que ça permet à l'utilisateur de conscientiser. C'est pour moi un aspect très démocratique de la modération, c'est-à-dire qu'on associe l'utilisateur qui lui-même doit signaler, peut-être même étiqueter des contenus, les taguer pour dire ceux-là, ils sont illicites. Comme ça se passe maintenant sur Twitter. Et donc, ça, c'est véritablement l'empowerment, la mise en pouvoir d'agir. Donc, c'est à eux aussi de saisir les signaux de confiance. Mais avec la problématique, on ne sait pas qui ça va être. Mais ça va pas tarder. Il y aura une faut liste, faire des ouais. choix. Oui, mais enfin, en tout cas personnellement, j'ai pas d'idée de quel type d'organisme. Est-ce que c'est des En matière Oui, de désinformation, on ne sait pas. en matière de désinformation, ça peut être. Alors, il y a énormément d'associations qui se manifestent Oui. et dont des universitaires avec ce qu'on appelle les surligneurs, qui sont des sites de legal checking. Voilà. Des associations qui sont relativement anciennes et qui font du fact-checking et qui le pratiquent à l'égard d'un public. Et ce sont ces initiatives-là qui vont être valorisées. Mais effectivement, il faut qu'ils soient identifiés ou qu'ils se fassent identifier par l'ARCOM pour être... Et derrière, il y aurait une question de moyens qui va venir très vite, je pense. Alors, Oui, c'est ça, oui. C'était une manière polie de dire une question de moyens. C'est une forme de privatisation. Exactement. en fait, il y a une task force à l'échelle européenne en matière de lutte contre la désinformation avec l'EDMO qui est en train de se mettre en place, qui est un nouvel organisme. C'est un nouvel organisme et qui veut justement repérer tous les signaleurs de confiance à l'échelle européenne pour leur donner les moyens d'agir. Donc, il y a des programmes de recherche, justement, des programmes d'action qui seraient financés par l'Union européenne dans la stratégie de lutte contre la désinformation. Parce que c'est une priorité. Il y a vraiment cette priorité-là, et notamment parce qu'on a peur de la déstabilisation par les États de l'Union européenne, des États étrangers, des plateformes. Et Mais pour reprendre la question de Stéphanie, parce que moi c'était dans cet esprit-là, est-ce que vous pensez que l'acteur individuel sur un marché qui subit une désinformation qui le vise personnellement, ce système va pouvoir être opérationnel pour lui aussi en se servant des signaleurs de confiance comme relais? Moi, ce que je voulais, c'est relayer ta question de ce point de vue-là. Bah oui, c'est l'idée. D'accord. Ouais, C'est l'idée tout de à pas fait. être seul. Dans les signaleurs de confiance, ceux qui seront très vraisemblablement signaleurs de confiance qu'on a identifiés aujourd'hui, on en a beaucoup. On a beaucoup d'associations, donc de la société civile, de lutte contre le harcèlement, la discrimination. Je connais plein, Stop Homophobie, e-enfance, SOS Racisme, etc. Et il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, déjà depuis un certain temps, ne font que ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils crawlent les réseaux sociaux et ils traitent les signalements qui leur sont adressés par les utilisateurs. Donc c'est ça, c'est... Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Moi, j'ai une autre question. Oui. Pour Michel. Qu'avez-vous pensé des débats parlementaires de ce texte? Donc, des amendements qui ont été proposés au Sénat, à l'Assemblée. Moi, j'en ai vu certains qui nous intéressaient parce qu'il y avait une volonté de obliger les grandes plateformes à avoir plus de transparence algorithmique directement à l'ARCOM, alors que normalement, les très grandes plateformes sont uniquement... doivent cette transparence uniquement à la commission. Donc ça, c'était intéressant. Il y avait aussi, je trouvais, plusieurs amendements qui visaient à harmoniser les notice and takedown, donc les signalements. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de ces débats? Est-ce qu'il y en aurait sorti? Je suis désolé, ça va pas être satisfaisant du tout. La question de l'avis du gouvernement sur les amendements, c'est une affaire très très délicate. Du coup, voilà, je vais
Ce que je peux vous dire, c'est que, alors effectivement, sur la transmission des rapports de transparence à l'ARCOM, c'était une question intéressante parce que, dans quelle mesure est-ce que c'est contraire au DSA? Ça nous semblait relativement bénin de ce point de vue-là, et ça nous semble intéressant, effectivement, que l'ARCOM ait un maximum d'informations pour pouvoir contribuer à la mise en œuvre du DSA, y compris sur les très grandes plateformes. Parce que même si c'est la compétence exclusive de la Commission européenne, les autorités nationales sont censées aider aussi, faire remonter de l'information, etc. Et donc nous, ça nous semblait pertinent, si vous voulez. Mais voilà. Après, le gros sujet pour la quasi-totalité des amendements qu'on a vus, c'était la conformité avec le DSA ou non, très clairement. Oui, donc je trouve que c'est extrêmement valorisant pour une association comme l'a dit, qui sert de plateforme en réalité d'échange entre les différents professionnels, d'avoir la vision de comment est-ce qu'on assure cette cohérence entre les textes nationaux et les textes européens, qui est une question quand même très générale, qui pose plein de problèmes, des problèmes de souveraineté. Et c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure, Karine, du changement de paradigme. On est quand même dans une période où il y a une aspiration du droit par le droit européen. Enfin, à vrai dire, c'est une banalité. Ça fait longtemps que ça existe, mais là, on voit vraiment les choses. Bon, alors vous avez compris que Michel est mon fils, je suis très fier donc qu'il soit un peu dans les mêmes spécialités, c'est très intéressant. Je lui disais juste que je trouve ça quand même assez hallucinant comme avocat que un jeune homme de 30 ans dans un bureau, dans un ministère, certes avec d'autres ministères et avec une extrêmement bonne information et des échanges, soit là à réécrire une loi à laquelle on est un petit peu habitué avec ses imperfections et tout cela. Nous allons nous battre pendant des années devant les tribunaux pour savoir pourquoi la virgule est à tel endroit, comment les sections s'organisent et quels arguments pour ou contre on pourra en tirer, puisque les avocats sont un peu des professionnels de passer entre les mailles du filet. Et je pense que c'est intéressant le débat que nous avons eu aussi avec nos amis universitaires, qui eux aussi sont dans cette spécialité extrêmement concernés par qu'est-ce que ça va être cette loi, comment est-ce qu'on passe du DSA à l'application pratique, et les questions des professionnels comme donc notre consoeur là tout à l'heure qui a posé la question extrêmement pratique. Donc voilà, je suis content comme vice-président de l'AFDIT qu'on ait un lieu où on puisse vraiment débattre entre professionnels pour voir où ça va, quelle est la logique, comment on arrive à résoudre toutes ces contradictions. Et je trouvais que l'exposé était intéressant et quelque part assez rassurant aussi de voir que dans les services de l'État, il y a quand même une véritable prise en compte de tout un tas de problématiques générales qui est la cohérence des textes, l'audition des acteurs. Et puis voilà, donc quand j'écoutais le ministre Barrot défendre la nouvelle loi, donc j'avais quelques informations internes et j'admirais l'art du politique qui est de présenter positivement un texte, et également cette appréhension qu'avaient les services de l'État quand les députés, quand les parlementaires venaient sans forcément parfaitement maîtriser toute cette subtile logique, vouloir tirer dans le texte des choses qui n'avaient pas vraiment de raison d'être, en tout cas dans la logique, et avec la panique à la Commission européenne, on se dit qu'est-ce que la France va encore nous insérer comme nouveau texte, cette espèce de bagarre où il va falloir trouver un consensus et un équilibre général. Donc voilà, ravi que l'AFDIT puisse être le lieu de ce débat, et je trouve que c'était intéressant d'avoir ces confrontations d'acteurs. Merci. Parfait, du coup on va suspendre à l'heure. Respecter l'horaire. Et donc, on vous retrouve dans cette même salle à 14h30 pour la suite de ces discussions.